Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Soyez les bienvenus à cette visioconférence Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2023-2024. Pour commenter ce chiffre d'affaires, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Justine, désolé d'avoir manipulé mon PC, j'ai été la cause d'un petit peu d'écho. Et Laurent Stoupy, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir Justine. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la séance de questions-réponses. Je passe sans plus attendre la parole à Laurent Stoupy. Laurent, c'est à toi. Merci Justine. Je vous propose de commencer par l'activité de Wavestone au quatrième trimestre de son exercice 2023-2024. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 248,8 millions d'euros, en croissance de 59% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance de 59% intègre les contributions de Cuperior et Aspirant Consulting. À change et à périmètre constant, c'est-à-dire hors de ces deux dernières acquisitions, ainsi qu'également hors Penn Partnership et Cohus Consulting, la progression du chiffre d'affaires s'est élevée à 4%, marquant comme anticipé un ralentissement de la croissance organique dans un contexte de durcissement de marché. À noter que le quatrième trimestre est impacté par un effet jour défavorable qui s'est élevé à moins 1,5%. Finalement, sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, hors Cuperior et Aspirant, le chiffre d'affaires s'élève à 586,9 millions d'euros, au-delà de l'objectif de 580 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à périmètre total est quant à lui en croissance de 32% pour s'établir à 701,1 millions d'euros. À périmètre échange constant, la croissance s'établit ainsi à 9%, au-dessus de la croissance organique visée de 7%. À noter que l'effet jour sur l'ensemble de l'exercice a été défavorable à hauteur de moins 1,6%. Regardons maintenant les indicateurs opérationnels de l'exercice. Pour rappel, ces indicateurs portent sur le périmètre Wavestone hors Cuperior et Aspirant Consulting. Nous prévoyons de déployer les indicateurs consolidés à l'échelle du nouvel ensemble à partir du premier trimestre 2024-2025. Sous l'effet d'une latence accrue dans le lancement des projets chez nos clients et d'une dynamique de marché moins favorable au Royaume-Uni, le taux d'activité a légèrement reculé au quatrième trimestre, mais moins qu'attendu cependant. Sur l'ensemble de l'exercice, ce taux d'activité s'établit à 73%, identique au niveau de l'an dernier. En ce qui concerne les prix, le taux journalier moyen s'est établi en 2023-2024 à 898 euros, en croissance de 1% par rapport aux 890 euros constatés en 2022-2023. À taux de change constant, le taux journalier moyen s'est élevé à 900 euros. Le carnet de commandes est en léger recul et ressort ainsi à 4,1 mois à fin mars, donc 4,2 mois à fin décembre. En ce qui concerne les ressources humaines, le turnover est demeuré stable sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, il s'est établi à 14% au 31 mars 2024, contre 16% au 31 mars 2023. Le turnover est calculé hors Cuperior et Aspirant Consulting. Par ailleurs, compte tenu d'un environnement économique dégradé, nous avons maintenu un rythme de recrutement ralenti sur le début de l'année civile. Sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, le cabinet a ainsi recruté de l'ordre de 800 nouveaux collaborateurs, contre environ 1300 sur l'exercice précédent. En ce qui concerne Cuperior, la société maintient, comme Wavestone, une politique de recrutement prudente, tandis que son turnover reste à un niveau bas, de l'ordre de 10%. Finalement, en incluant les 1422 collaborateurs de Cuperior et Aspirant, l'effectif au 31 mars 2024 s'élevait à un peu moins de 5900 collaborateurs. Je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Laurent. Quelques mots maintenant sur l'activité de Cuperior. La société connaît un début d'année civile 2024 qui est en fait assez similaire à celui de Wavestone. En effet, même si le contexte économique allemand est particulièrement dégradé, les impacts pour Cuperior sont limités par la résilience de la demande dans les secteurs de l'assurance, des transports, de l'énergie
Des secteurs sur lesquels Q-Par est plus particulièrement active. Q-Par a ainsi pu maintenir sur le début de l'année 2024 des taux d'utilisation conformes à son plan de marche dans le sillage des derniers mois de 2023. Toutefois, de la même manière que pour le reste de Wavestone, la société a connu sur la période un ralentissement sensible de sa croissance, un ralentissement qui était prévu, mais qui est, comme pour le reste de Wavestone, assez marqué. Les premières étapes du programme d'intégration se déroulent sous les meilleurs auspices. Les équipes de Q-Perior vont ainsi basculer très prochainement sous la marque Wavestone, le 24 mai prochain. Et les synergies commerciales se multiplient de manière prometteuse, que ce soit dans le secteur de l'assurance ou sur des sujets tels que le consulting dans le domaine SAP ou la cybersécurité. Pour en venir maintenant à nos résultats de l'exercice 2023-2024, au-delà du chiffre d'affaires qui s'établit donc hors Q-Perior et Aspirant à 586,9 millions d'euros, au-dessus de notre objectif de 580 millions d'euros, nous confirmons ce soir notre objectif de dégager une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%, toujours hors Q-Perior et Aspirant Consulting. Terminons par quelques mots de nos perspectives pour l'exercice 2024-2025. Nous venons de le voir, l'année 2024 a débuté dans un environnement de marché peu favorable, marqué par beaucoup d'incertitudes et se traduisant par un ralentissement de la croissance organique. Ce ralentissement était anticipé et depuis quelque temps déjà, nous avons modéré sensiblement notre rythme de recrutement, tant du côté Wavestone que du côté Q-Perior, ce qui nous permet de protéger notre rentabilité. Malgré ce ralentissement, nous restons confiants dans notre capacité à poursuivre notre croissance en 2024-2025 à un rythme supérieur à 3%, tout en visant une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, des chiffres qui concernent désormais l'ensemble du nouveau périmètre de Wavestone, incluant Q-Perior et Aspirant Consulting, mais hors nouvelle acquisition. Nous confirmerons nos objectifs financiers pour l'exercice 2024-2025 le 3 juin prochain, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels détaillés. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions apporter ce soir sur nos chiffres de l'exercice, ainsi que sur nos perspectives, et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Pour cela, si vous êtes connecté sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Lever la main », puis d'activer votre micro. Et si vous êtes connecté par téléphone, vous pouvez composer étoile 6 sur votre clavier. Nicolas Torres, allez-y. Oui, bonsoir à tous les trois. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trois petites questions. La première, c'est seulement une clarification pour Laurent, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que le prix moyen de 898 € intègre les acquisitions ou pas? Enfin, est-ce que c'est 1% de hausse à périmètre constant? Et je vais reprendre le chiffre. C'est bien sur le périmètre, périmètre initial, c'est-à-dire incluant en fait Penn Partnership et Cohus Consulting, et hors Q-Perior et Aspirant. Ok, très clair. Ok, super. Ma deuxième question, alors je sais que Pascal, normalement, vous faites l'exercice un peu habituel, mais est-ce qu'on pourrait avoir un peu de couleur sectorielle sur les dernières semaines et notamment ce que vous voyez sur du business dans la banque? Et ma troisième question, c'est sur la guidance de 3% de croissance pour l'exercice prochain. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un peu plus de couleur sur les hypothèses que vous avez retenues pour la construire? Je pense notamment en termes de volume, d'effet prix ou de taux d'activité. Je demande parce que la marge de sécurité semble quand même assez importante. Bon, c'est pas vraiment surprenant parce que on va dire que beaucoup de vos confrères sont aussi un peu plus prudents sur les prochains mois, notamment en ce qui concerne un potentiel redémarrage du marché. Mais juste savoir sur quel contexte de marché se base cette guidance de 3%. Un peu moins même en économique 1, en fait, si on retraite de l'effet calendaire. Oui. Merci. Très bien. Donc, la couleur sectorielle, pas beaucoup d'évolution sur les derniers mois. Et en ce qui concerne la banque, toujours pas de signaux plus positifs. On reste dans un environnement
difficile dans la banque, et ceci, quelles que soient les géographies sur lesquelles on intervient. Donc, pour l'instant, trop tôt pour identifier des signes de redémarrage dans ce domaine. Et, je dirais, au contraire, c'est je dirais même un peu plus difficile du fait de plans d'économie assez musclés chez BNP Paribas, qui avait été plutôt un client dans lequel on avait fait des progrès l'année dernière. Donc, je dirais la banque reste un environnement difficile. Sur le reste des secteurs, je dirais, les tendances évoquées se confirment, toujours très bonne résilience dans le secteur de l'assurance, bonne dynamique dans le secteur de l'énergie, bonne dynamique dans le secteur du transport, du luxe. Et j'ajouterais, mais c'est un tout petit secteur pour nous pour l'instant, plutôt une année qui se présente bien sur le secteur life science, qu'on surveille pas mal, parce que c'est un secteur dans lequel on aimerait se développer, qui correspond assez bien par ailleurs à notre présence géographique. Donc, bonne tendance sur ce secteur-là. Les 3% de croissance, écoutez, oui, quand même, le début de l'année a été finalement un peu moins positif que ce qu'on espérait du point de vue de la demande de business. On est revenu finalement à un niveau aux alentours de 73% de taux d'utilisation sur le périmètre historique Wavestone. On n'arrive toujours pas à dépasser ce niveau-là. Ça nous incite à un peu plus de prudence que finalement ce qu'on aurait aimé, ce qu'on aurait espéré. On reste quand même assez positif sur le fait que pour autant on tient nos positions. Il ne va pas y avoir d'effet, à notre avis, de nouveaux décrochages. On a l'impression d'être bien armé, mais c'est quand même difficile difficile à identifier des signaux qui pourraient nous permettre d'aller un petit peu au-delà. Donc, il y a une dose de prudence dans notre guidance. Notre guidance, elle est intégralement portée par un effet volume. Il y a un petit effet jour positif, mais on craint avoir un petit effet prix négatif, sans que ça doive peser beaucoup sur notre effet prix de vente sur salaire. Et donc, le reste, c'est purement l'effet volume, progression de nos effectifs, avec des KPIs en termes de taux d'utilisation, taux de congé qui sont identiques à ce qu'on avait l'année dernière. Ok, merci Pascal, c'est très clair. Je me permets juste un petit follow-up sur ça. Bon là, vous avez recruté, il me semble, 800 personnes en brut. Ouais. Vous partez avec un embarqué de 1%, si je ne me trompe pas, en termes d'effet volume. Sur l'exercice, là, est-ce que vous avez déjà budgété les recrutements que vous allez faire? Est-ce qu'on reste dans les mêmes eaux que 2023-2024 ou Alors, l'effet report est ça un petit dépendra? peu plus élevé que ça, parce qu'on avait eu une baisse de l'effectif dans le courant de l'exercice sur le premier semestre. L'effectif baisse un petit peu. C'était assez marqué cette année, ce qui fait que du coup, quand on compare le point de sortie de l'effectif au 31 mars 2024 par rapport à l'effectif moyen sur l'ensemble de l'année, l'effet report est un petit peu plus important que ça. Il comprend une large part de l'effet volume l'effet volume de 3% que je viens d'indiquer. On a bien sûr les moyens. Pour l'instant, le recrutement n'est vraiment pas le facteur limitant, mais on part sur un rythme de recrutement qui est assez prudent, qui est du même ordre que celui de l'année dernière. Sur le périmètre Wavestone, comme sur le périmètre supérieur, sachant qu'on a eu des trajectoires d'effectifs qui étaient exactement comparables. Et pour votre information, il n'y a pas de différence dans l'effet volume qu'on projette entre supérieur et Wavestone. Ok, merci. Donc si je résume, c'est effet volume 3%, effet prix légèrement négatif compensé par un effet calendaire et puis une stabilisation du taux d'activité. Oui, Ok, c'est super. l'hypothèse qui sous-tend ce qui n'est pas encore une guidance, mais l'indication qu'on a commencé à donner sur la croissance à périmètre
identique, c'est-à-dire incluant Superior Parent, mais sans nouvelle acquisition. Ok, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Hugo Paternoster, allez-y. Oui, bonsoir à tous les trois, vous m'entendez bien? Bonsoir, oui, on vous entend bien. Très bien. Super. Bon, alors, je vais revenir sur les questions qui ont déjà été abordées, je m'en excuse. Mais est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit peu plus de granularité sur ce qui n'est pas encore la guidance pour 24-25, mais entre Wavestone et le périmètre de Cuperior? Il me semble que Cuperior a cru dans les double digits l'an dernier. Qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que vous projetez pour 24-25 pour ce périmètre-ci? Ce serait ma première question. Alors, en fait, sur Cuperior, on a été extrêmement prudent sur le recrutement sur la fin de l'exercice. Il y a effectivement eu une croissance à 2 chiffres sur l'année précédente, mais qui était portée par un effet report de très fort recrutement qui avait eu lieu sur l'exercice précédent. Et donc, on a un effet embarqué sur des effectifs qui est à peu près identique à celui de Wavestone. Et on prévoit le même rythme de croissance organique sur le périmètre supérieur que sur le périmètre historique Wavestone. On est vraiment sur quelque chose qui est très calé des deux côtés. Ce qui change, c'est que côté supérieur, on travaille sur la profitabilité, ce qui devrait se traduire par une amélioration de la rentabilité par rapport à l'exercice. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail sur ce point-là dans la présentation des résultats annuels, mais ça se passe avant tout par un switch entre de la sous-traitance et des recrutements internes et par ailleurs une amélioration des indicateurs opérationnels. Ok, très clair. Ma deuxième question, elle était surtout sur les effets prix. Donc, vous avez confirmé qu'on avait une légère baisse à attendre. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit peu plus de détails là-dessus? J'imagine que c'est surtout les pressions commerciales de vos concurrents qui vous forcent également à baisser. Oui, Et par ailleurs, est-ce qu'on voit la même chose chez Cuperior? c'est exactement ça. C'est effectivement un effet plus compétition que pression sur les prix de la part des clients. Par ailleurs, l'atterrissage s'est fait de manière assez progressive et donc ça nous a permis de tous bien identifier quels sont les secteurs et les clients qui résistent par rapport aux secteurs et aux clients qui souffrent. Donc on a tendance à concentrer tous nos efforts sur les mêmes clients. Donc ça fait une compétition qui est plus forte. On a vu le phénomène un petit peu plus tôt sur le périmètre Wavestone. On est en train de le voir en ce moment sur Cuperior, donc on a été assez prudent sur l'équation prix côté Cuperior, même si la trajectoire avait été plus dynamique sur l'exercice dernier que chez Wavestone. Parce que là, les derniers mois ont vu quand même un durcissement très net de la compétition, en particulier dans le secteur assurance, et donc on pense que ça va très fortement contraindre nos possibilités à revaloriser les prix côté Cuperior. D'accord. Et juste un follow-up là-dessus, l'augmentation des prix chez Cuperior, c'était un des leviers pour augmenter la marge sur votre guidance 24-25 pour Cuperior. Il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là. C'est un levier du coup sur lequel on ne compte pas trop en 2024, 2025. On pense qu'il reste des marges de progrès, mais c'est très difficile de monter les prix dans un marché finalement sur lequel la demande est faible. Et donc là, aujourd'hui, quand je parle d'indicateurs opérationnels, on parle en particulier de taux d'utilisation côté Cuperior, rajeunissement de la pyramide également côté Cuperior, sachant que sur le plan des taux d'utilisation, on avait démarré l'année assez bas côté Cuperior, donc c'est ça qui va permettre d'améliorer un petit peu le taux d'utilisation côté Cuperior. Sur la fin de l'année, on était très proche d'un niveau qui était en train de un peu comme chez Wavestone, d'arriver à un plafond. Je ne sais pas si on saura aller
rapidement au-delà, mais par contre, on peut éviter la rentabilité qui est un peu sous pression au début de l'exercice côté supérieur. D'accord. Et une dernière question, c'est sur le périmètre aux États-Unis. Comment ça se passe là-bas? Et si on pouvait avoir un petit update d'aspirants, est-ce que vous avez déjà des effets notables en termes de pénétration de clients ou dans vos discussions, etc.? Alors, l'année 2023-2024, côté Wavestone US, c'est terminé en termes de rentabilité dans les mid-single digits, hein, comme on l'avait laissé, l'avait laissé entendre, pardon, dans les low single digits, comme on l'avait laissé entendre. Aspirant fait un très bon début d'année 2024, porté par des effets clients et sectoriels. Hein. Je rappelle qu'Aspirant est très, très exposé au secteur life science. Les synergies, pour l'instant, sont limitées pour Wavestone US, mais par contre, elles ont commencé à jouer pour l'activité de Cuperior aux US, grâce à la compétence de Cuperior dans le secteur SAP. Mais on pense qu'effectivement, on va être en mesure de bénéficier de synergies dès cette année avec Aspirant. Dans une année 2024, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, qui démarre de manière un petit peu décevante sur le marché du conseil aux États-Unis. Donc, pour l'instant, on ne voit pas de rebond de la demande, mais fort heureusement, Aspirant est dans une très bonne dynamique. Donc, on espère qu'on va pouvoir en bénéficier plus largement. Très bien, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Maxence Doury, allez-y. Oui, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Quelques questions également de mon côté. Peut-être la première, je sais que on comprend bien que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous reparler de votre capacité à relancer rapidement le recrutement, le cas échéant, peut-être pas pour l'année en cours, mais à minima en fin d'exercice pour si le marché allait mieux, pour s'assurer un bel effet embarqué pour l'exercice suivant. Est-ce que le fait que la machine soit un peu au ralenti depuis longtemps, est-ce que ça va pas un peu pénaliser sa capacité de rebond? Et peut-être deuxième question qui est un peu liée, j'en aurai d'autres après, c'est est-ce que vous partagez, je sais que vous n'avez pas forcément une visibilité à plusieurs mois, mais il y a plusieurs acteurs, donc parfois qui sont un peu plus en aval que vous, mais on va dire qu'ils partagent l'espoir que le S2 calendaire soit mieux orienté. On ne sait pas trop ce qui tient de la méthode Coué ou enfin, il y a aussi l'idée que bon, les taux d'intérêt commenceront à baisser, il y aura le backlog de projets en attente chez les clients qui se sera accumulé et au bout d'un moment, il faudra bien voilà, passer à l'action. Donc il y a cet espoir que la rentrée prochaine soit un peu mieux orientée. Est-ce que vous partagez cet espoir ou est-ce que pour l'instant, on n'en sait rien? Je vais répondre à la deuxième partie de la question. Sur la deuxième partie de la question, en tout cas, rien chez nos clients, pour l'instant, ne montre le fait qu'il pourrait y avoir des projets qui sont programmés pour démarrer en S2. Il faudrait vraiment qu'il y ait des éléments nouveaux pour qu'on voit un vrai redémarrage de la demande au S2. Alors ensuite, il peut y avoir un raisonnement qui consiste à dire effectivement, on va commencer à avoir des meilleures nouvelles économiques à partir de S2. Il va y avoir certaines incertitudes qui vont se lever, mais là, c'est une projection. Mais en tout cas, dans la manière dont on a construit notre budget, étant donné les échanges qu'on a avec nos clients, on n'a pas projeté cette amélioration dans notre plan de marche. On serait en mesure d'accélérer la croissance sur le S2 parce que effectivement, pour l'instant, il est relativement facile de recruter, mais par ailleurs, surtout, on prépare un vivier de recrutement potentiel avec de nombreux stagiaires qu'on a recrutés pour être en mesure finalement d'avoir un vivier sur lequel compter au moment où on aurait besoin d'accélérer notre recrutement, mais je dirais, on a besoin de signaux plus tangibles pour faire ce pari pour l'instant. Et malheureusement, en fait, oui, il est certain qu'au moment où le marché va commencer à repartir, on risque de se trouver confronté
avec le fait que le marché va brutalement se tendre. Et accessoirement, d'ailleurs, on est susceptible d'avoir aussi des tensions qui réapparaissent rapidement sur le turnover. Donc, la négociation du redémarrage va vraiment être un élément clé. On a essayé d'ajuster en fin d'année dernière notre effet report pour cette année. On va continuer à être très attentif à cet effet-là dans le courant de l'exercice. C'est un peu frustrant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on aurait la possibilité d'aller nettement plus loin en termes de recrutement, mais la certitude actuelle nous incite à conserver une approche prudente, d'autant que, par ailleurs, on n'est pas revenu à l'optimum en termes de taux d'utilisation de nos équipes. Donc, on a besoin finalement d'y voir un petit peu mieux sur notre capacité à remonter notre taux d'utilisation avant d'accélérer le recrutement. Très clair, merci beaucoup. Je suis désolé, vous me connaissez, moi je suis l'antithèse de la méthode Coué. Ouais, c'est certainement plus sérieux et plus sûr. Le niveau de Et- recrutement qu'on a actuellement, en fait, nous permet de maintenir en fait le taux de production. Donc, ça semble être le bon équilibre en fait finalement entre croissance en fait des effectifs et sans mettre une trop grosse pression en fait finalement sur la performance. Et j'avais 2 autres questions, c'est, concernant Cuperior, je ne sais pas si vous pouvez nous faire un update, vous aviez indiqué que le complément de prix, en fait, était assez binaire, c'était quasiment tout ou rien en fonction de la performance. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un peu plus, c'est vrai qu'avec le marché un peu plus difficile, vers quoi on s'oriente? Et toujours sur Cuperior, pourquoi j'étais curieux de savoir pourquoi le carnet de commandes, ne serait pas communiqué de manière unifiée? Est-ce que c'est un problème de reporting, ça prendra un peu plus de temps? Ou on sait que c'est l'indicateur que vous aviez le plus de différences, donc est-ce que c'est pour pas mélanger 2? Est-ce que vous donnerez les 2 séparément, Donc, dans la première question, sur la question de burn-out, en fait, on est plutôt sur le tout que sur le rien. Donc, plus probable en fait qu'on verse la totalité en fait de l'earn-out, donc 35 millions. C'est sur le premier point. Sur la question du carnet de commandes, effectivement, sur les différents KPI, en fait, c'est le KPI qui est le plus difficile à consolider. En tout cas, on est attentif à consolider un indicateur qui ait complètement du sens. Donc, on estime que sur celui-ci, on a encore des choses à faire sur la compréhension de la manière dont les enchères sont rentrées, sur la manière de calculer. Donc, on est plutôt prudent sur le fait de ne pas sortir un indicateur qu'on sera obligé de rectifier par la suite. OK, très, très clair. Il Et y a dernière plein de conventions à associer au carnet de commandes, en particulier à partir de quand une affaire est considérée comme signée. Et par ailleurs, sur les très grosses affaires, ce qui est beaucoup le cas chez Cuperior, il y a pas mal de très gros projets. Comment on rentre le volume de l'affaire? Est-ce qu'on rentre le niveau maximum? Est-ce qu'on rentre un niveau probable? Et donc là, pour ne pas biaiser les carnets de commandes, pour vraiment qu'on soit très, qu'on est un petit peu confronté pendant quelques mois les positions prises affaire par affaire, pour qu'on soit complètement sûr qu'on rentre des choses, qu'on compare des choses qui sont complètement comparables. Pendant qu'on aligne nos conventions en fait, dans la manière de rentrer en fait, finalement. OK, très, très clair. Et peut-être une dernière question par curiosité, est-ce que vous avez fait le travail de quantifier les projets sur l'année écoulée qui n'auraient pas eu lieu sans, les expérimentations autour de l'IA générative? Il me semble qu'au S1 sur, du coup, l'ancien périmètre, vous aviez parlé de 500 000 €. Est-ce que vous avez refait l'exercice, sur l'ensemble de l'exercice? On est à peu près, alors sur l'IA au total, on est sur 16 millions d'euros, donc je me souvienne alors non pas de chiffre d'affaires, mais de prix de commande, mais ces opérations plutôt courtes, donc Plutôt 17. plutôt 17 millions d'euros de prix de commande, et l'essentiel a été converti en chiffre d'affaires sur l'année. Et l'IA générative, je pense, représente à peu près la moitié de ça. On a par ailleurs des projets pure machine learning ou autres,
Plutôt le tiers que la Le moitié. tiers. Ok. Et Donc, ça, c'est plutôt 5 millions. c'est sur l'ensemble du périmètre ou c'est sur Wavestone? Uniquement sur le périmètre initial Wavestone. Ok. Donc, on y va doucement sur les demandes d'informations statistiques à destination de Cupera, parce que pour l'instant, on n'a pas le même système d'information. Donc, à chaque fois qu'on demande quelque chose, ça peut nécessiter pas mal de retraitements manuels. En tout cas, c'est déjà beaucoup d'enseignements. Merci beaucoup. Donc, s'il reste des questions, je vous rappelle que vous pouvez lever la main si vous êtes connecté par Teams. Oui, Valentin, Paul, je vous ai levé la main. Allez-y. Bonsoir. On ne vous entend pas. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez également lever la main si vous êtes connecté par Teams. Peut-être, Valentin, vous pouvez poser votre Oui, question oui, dans le c'est chat. vrai. Donc, si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez lever la main ou composer étoile 6 si vous êtes connecté par téléphone. Maxence, vous avez une nouvelle question? Oui, je me permets. Allez-y. Là, donc je sais que sur Cuperior, vous voulez pas trop donner d'indications précises, mais voilà, c'est plus si vous pouvez donner une indication qualitative. Donc là, vous nous avez partagé que globalement, en fait, ils semblent dans une situation assez comparable à la vôtre. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de gros projets. Les indications globales de carnet de commandes étaient plus longs que chez vous. En fait, la question, c'est est-ce que d'un côté, vous craignez un peu un effet retardé du ralentissement en cours, avec en fait une activité qui jusqu'ici aurait tenu malgré bon, voilà, le marasme économique, notamment en Allemagne, grâce au fait qu'il y a pas mal d'inertie dans les grands secteurs clients et que les projets étaient lancés. Donc voilà, ça continue. Mais par contre, il pourrait y avoir un petit effet un peu plus tard du fait aujourd'hui d'une prise de commande en gros projet un peu inférieure. Ou est-ce que finalement les secteurs en eux-mêmes sont résilients et continuent de se projeter à plusieurs mois? Alors, il y a tout d'abord la croissance a bien ralenti côté Cuperior, ça s'est déroulé progressivement, mais la croissance a bien ralenti, mais par contre, de manière continue, il n'y a pas de rupture. En d'autres termes, pour l'instant, je dirais, on a une bonne visibilité sur ce qui va se passer sur au moins jusqu'à l'été, compte tenu du carnet de commande qu'il y a côté Cuperior. Mais par contre, c'est maintenant qu'on est en train de jouer ce qui va se passer à la rentrée côté Cuperior. Donc, effectivement, il y a bien un effet. On ne regarde pas exactement les mêmes horizons quand on regarde les indicateurs commerciaux côté Cuperior, côté Wavestone. Chez Wavestone, si on se loupe sur la prise de commande un mois, ça a des conséquences tout de suite dans les 2 mois qui suivent. Chez Cuperior, c'est plutôt dans les 4-5 mois qui suivent. Et je dirais, pour l'instant, on n'identifie pas de rupture. On est sur des trajectoires qui sont assez parallèles, même si l'horizon est un petit peu différent entre Cuperior et Wavestone. Ouais, rassurant. Merci. Oui, l'exercice, en fait, le fait qu'on paye la totalité de l'earn-out, c'est pour l'instant, effectivement, Cuperior est vraiment complètement au rendez-vous de son plan de marche, à la fois en termes de croissance sur l'exercice en cours, même si elle va être beaucoup moins forte sur l'exercice à venir, et en termes de début de progression de la rentabilité. Valentin Paul, vous pouvez réessayer si vous n'entendez pas. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien, on vous entend. Oui, bonsoir, c'est Emmanuel Parot chez Gilbert Dupont. En fait, j'avais une petite question pour revenir en fait sur l'intelligence artificielle, parce que je lisais ce matin qu'il y a certains acteurs du conseil, BCG pour pas les citer, j'imagine que vous avez vu l'article qui mentionnait que quand même leur business, c'était
autour d'un quart de leur activité en France dans l'IA. Je crois que McKinsey aussi évoquait des mix un peu comparables. Donc vous, manifestement, vous n'y êtes pas, mais vous n'avez pas tout à fait le même positionnement. Mais est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait représenter chez vous si on fait un peu de prospective et peut-être donner un petit peu plus d'éléments sur les feedbacks des missions que vous avez menées peut-être au cours de l'année? Oui. Alors, d'abord, il n'est pas anormal, effectivement, que les cabinets de conseil en stratégie soient en amont du cycle. Les questions commencent à se poser tout de suite. On est plus dans le conseil opérationnel et donc on est vraiment, non pas sur des plans, mais sur la mise en œuvre des technologies. Et est-ce que aujourd'hui, les expérimentations, enfin, sur des expérimentations, et nous le pensons sur des premiers passages à l'échelle dans le courant de l'année 2024, basés sur les résultats réussis de ces expérimentations, mais ça va prendre un petit peu plus de temps pour nous de prendre une part significative. Si l'intelligence artificielle a l'impact qu'on lui prédit, il va y avoir un double effet d'ici 2 ans, et ça sera un peu comme pour le digital, assez difficile de faire une différenciation entre ce qui est du chiffre d'affaires intelligence artificielle et du chiffre d'affaires hors intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle sera à la fois une technologie qui va provoquer une rupture et qui va entraîner des transformations chez les clients parce que de nouveaux produits et services vont voir le jour, parce qu'il sera possible de réinventer le business model de certains de nos clients à l'aide de l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, l'intelligence artificielle sera aussi un outil au service du fonctionnement des entreprises, c'est-à-dire même sans révolution du business model, il sera possible de gagner en efficacité opérationnelle, d'avoir une meilleure compréhension des besoins des clients, etc. Et donc, il y aura aussi l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour finalement apporter des réponses, apporter des solutions à nos clients. Donc, on peut imaginer effectivement que ça devienne, comme l'avait été le digital, un sujet omniprésent à travers toutes les missions. C'est-à-dire que il ne sera plus possible de penser une nouvelle organisation, de nouveaux processus, sans très souvent intégrer ce que peut apporter l'intelligence artificielle dans ces processus ou dans ces organisations. Aujourd'hui, je dirais que la technologie paraît, elle est encore très jeune, et elle peut parfois manquer de maturité, mais elle est extrêmement prometteuse, au moins sur le sujet de l'efficacité opérationnelle. Et donc aujourd'hui, quand je parlais de passage à l'échelle dans le courant de l'année 2024, ce qui va surtout avoir un impact sur nos chiffres, c'est des projets liés à une amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à l'utilisation de ces technologies. On imagine ensuite que l'intelligence artificielle générative pourra avoir des impacts plus profonds sur le cœur de métier de clients, mais il y a d'ores et déjà des expérimentations chez certains de clients sur l'intelligence artificielle et l'expérience utilisateur, sur l'intelligence artificielle et la capacité à proposer des services plus élaborés dans tous les services dématérialisés. Mais ça, c'est des expérimentations qui ensuite ont des impacts plus profonds chez nos clients, et donc le passage à l'échelle nécessitera forcément plus de temps, 1 à 2 ans, avant qu'on voit des choses très, très significatives. Mais pour l'instant, nous échappons vous savez, la fameuse courbe du Gartner qui prévoit assez vite le temps des désillusions après la courbe du hype, vous savez, l'arrivée des désillusions. Pour l'instant, on n'en voit pas. Il n'y a pas tout le monde se rend bien compte que la technologie, c'est vraiment une rupture très forte, et que même si elle manque de maturité, il est assez facile de prédire qu'elle va tenir une bonne partie de ses promesses. Ok,
Très clair. Bah, merci pour cette réponse détaillée. Je vous en prie. S'il reste des questions, on a encore quelques minutes. Vous pouvez lever la main sur votre Teams ou composer étoile 6 si vous êtes connecté par téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, super. Alors, pardonnez-moi pour ces petits incidents. Et pardonnez-moi si je pose une question qui aurait été déjà posée, puisque j'ai manqué une petite partie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler votre chiffre d'affaires pro forma, du coup, sur l'année totale, et confirmer que, du coup, un petit peu, enfin, vos 3% de croissance organique prévus pour l'année prochaine, en fait, c'est la croissance du chiffre d'affaires pro forma, c'est bien ça. Tout à fait. Et ensuite, de mémoire, votre objectif initial, c'était plutôt de faire 10%. C'est ce qui avait été annoncé au moment du projet de rapprochement. On comprend bien, macro, les raisons qui poussent à finalement prévoir beaucoup moins que 10, mais quels sont finalement, par rapport à votre business plan initial, là, les secteurs ou les endroits où finalement il manque ce que vous pensiez pouvoir obtenir? Si c'est possible d'avoir un petit peu plus de granularité là-dessus, s'il vous plaît. Très bien. Donc, notre chiffre d'affaires pro forma, en fait, pour l'exercice 23-24, c'est autour de 946 millions d'euros. Et le chiffre d'affaires qu'on a publié, en fait, pour l'ensemble de périmètre historique de Wavestone, y compris Penn et Coeus, auxquels s'ajoutent donc les années pleines, en fait, du périmètre supérieur, qui est intégré depuis le 1er décembre, et l'année pleine également d'Aspirant, qui est intégré depuis le 1er février. Voilà. Donc, si on considère en fait les effets, les chiffres d'affaires sur l'année entière, à ce moment-là, on obtient 946 millions d'euros. Et effectivement, on a considérablement révisé à la baisse nos perspectives de croissance pour 2024, sachant qu'on avait déjà été amené à faire preuve de plus de prudence sur le plan de recrutement dès la fin de l'année 2023, mais en gardant la possibilité d'accélérer sur 2024. Et là, finalement, le début de l'année 2024 nous amène à être plus prudents, ce qui les secteurs sur lesquels on a des perspectives qui sont beaucoup moins favorables, c'est le secteur de la banque, qui est un secteur qui est vraiment globalement difficile, toute géographie confondue. Le secteur de l'industrie, même s'il y a quelques comptes dans lesquels il reste une certaine dynamique, c'est globalement, il y a quand même pas mal d'attentisme dans ce secteur-là. Ensuite, de manière moins marquée, dans le secteur des services, l'année a été, ça c'est plutôt côté Wavestone, des comptes comme La Poste, des activités plus orientées services a été plus difficile côté Wavestone. Le secteur retail et consumer goods a également été difficile. Et je dirais, à ceci s'ajoute quand même un niveau d'incertitude assez fort, qui fait que c'est assez difficile de se projeter. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, on continue à être très prudent en termes de recrutement, parce que on ne voit pas de rebond. On ne voit pas de rebond se produire, et même s'il n'y a pas de drame qui se présente, par exemple, le T1 de 2024 a été assez chaud, parce qu'on a démarré avec un coup de frein qu'on n'attendait pas chez certains comptes. Donc, il a fallu vraiment ramer pour arriver à rétablir rapidement les taux d'utilisation. Donc, quand même un climat qui, même si on parle très souvent de nos secteurs résilients, même dans ces secteurs résilients, on avait eu des déceptions en début d'année, des affaires qui retardaient. Et vous savez, on est dans un marché où il y a un peu de mimétisme. Quand tout le monde freine, il y a plus d'attentisme globalement chez les donnants. Voilà, peut-être en quelques
quelques éclairages sectoriels, mais par ailleurs un contexte de marché dans lequel en ce moment les clients ne sont pas très dynamiques et sont assez prudents avant d'engager les grandes transformations. Vous dites que vous étiez fait un petit peu surprendre et qu'il a fallu sortir les rames au Q1, c'est-à-dire au Q1 calendaire. Hein. On est d'accord. Oui, Q1 calendaire, oui, absolument. Janvier, février ont été beaucoup plus difficiles que ce qu'on attendait, alors qu'on pensait avoir très bien préparé le début de l'année. On a eu un certain nombre de nouvelles non prévues, plus côté d'ailleurs Wavestone que Cuperior. Très bien, merci. Merci beaucoup. Pascal, je te donne la parole pour conclure. Très bien, très volontiers. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre présence à cette réunion de présentation de notre chiffre d'affaires donc 2023-2024. Nous avons commencé à évoquer un petit peu les perspectives de l'exercice à venir, mais on va rentrer plus en détail à l'occasion de la publication de nos résultats annuels détaillés 2023-2024 le 3 juin prochain. Nous fixerons définitivement notre guidance pour l'exercice 2024-2025 à venir. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous.